Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une vidéo encore plus spéciale que d'habitude. Pourquoi toutes les vidéos commencent comme ça? Aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer la présence de plus de 1000 d'entre vous sur cette chaîne. Ça me touche profondément. Ce n'est qu'un chiffre, ce n'est qu'un nombre de personnes, mais pour moi ça signifie beaucoup. C'est-à-dire que m'imaginer plus de 1000 personnes regarder mon contenu, ou en tout cas avoir cliqué sur le bouton s'abonner, c'est assez difficile à imaginer en fait, pour moi. Mais je trouve ça vraiment génial que ce que je partage puisse être vu par plus de monde. Donc je vous ai proposé sur Instagram de vous faire une FAQ, une foire aux questions sur à peu près tous les aspects que vous vouliez. Donc il y a quelques questions sur l'Ayurveda et pas mal de questions sur ma vision de ma vie professionnelle et aussi sur ma vie privée. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va commencer tout de suite avec les questions. On m'a demandé quelles sont les solutions en Ayurveda contre la fonte musculaire qui serait liée à une hypochloridrie. Et la personne précise qu'elle est Vata dominante. La fonte musculaire est très liée à Vata. Donc dès qu'il y a une aggravation de Vata ou éventuellement de Pitta, mais c'est surtout Vata qui va être en jeu, on peut avoir donc ce qu'on appelle la fonte musculaire. Il faudrait voir en fait dans l'ensemble quels sont les facteurs qui auraient pu générer cette fonte musculaire, parce que là je ne connais pas du tout le contexte de la question, etc. Mais en tout cas, dans l'ensemble, il s'agit de traiter Vata et notamment de renourrir le corps, de faire bien sûr du renforcement musculaire. Mais ça, ces conseils-là, ils n'ont pas de grande valeur tant qu'ils ne sont pas remis dans un contexte. Peut-être qu'il y a un autre problème qui crée la fonte musculaire et auquel cas faire tout ça, ça ne changera rien. Il y a aussi certaines plantes qu'on peut donner pour ça et bien sûr le repos, puisque c'est vraiment essentiel. Je me rends compte dans ma réponse, je n'ai pas trop pris en compte l'hypochloridrie, et en fait l'hypochloridrie c'est un manque d'agni, donc c'est une force digestive, de digestion, de métabolisme qui est faible, donc c'est tout à fait logique qu'il y ait une perte musculaire, parce qu'en fait quand vous ne pouvez pas digérer ce que vous ingérez, ça va se transformer la plupart du temps en toxines ou être évacué. Mais dans les deux cas, ça ne va pas vous nourrir. Donc vos tissus, dont le tissu musculaire, vont tout simplement pas être nourris. Ce qui va faire que la fonte musculaire a lieu, parce que le corps a quand même besoin d'énergie et il n'arrive pas à l'extraire de la nourriture. Donc en Ayurveda, on va conseiller de renforcer Agni par tous les moyens possibles. Donc en consommant des épices dans l'alimentation douce, surtout si c'est pour Vata. On évite le piment, on évite les épices trop fortes. Mais on va aussi intégrer une activité physique pour le coup pour augmenter le métabolisme, augmenter Agni. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Le repos est essentiel, comme je l'ai dit, pour augmenter Agni. Faire attention aux combinaisons alimentaires et faire attention à consommer des aliments qui vont correspondre à votre constitution et qui ne vont pas être trop lourds à digérer. Donc là, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, ça va faire beaucoup trop de choses. Dans tous les cas, il vaut mieux consulter. Mais c'est sûr qu'il faut prendre en compte Agni et qu'il faut le soigner. On m'a demandé quel est ton avis sur la différence entre échec et écart. Alors je pense qu'on parle d'alimentation, ou en tout cas de mode de vie, entre l'échec de j'ai pas réussi à avoir un mode de vie sain ou équilibré et faire un écart. Pour moi l'échec n'existe pas, dans le sens où c'est... La plupart du temps, quand on parle d'alimentation par exemple, et si on parle d'addiction alimentaire ou des comportements addictifs, pas forcément dans l'alimentation d'ailleurs, c'est des comportements qui nous permettent de compenser un état de stress profond, un état de peur profonde, un état qui remonte à loin et que notre système a construit pour faire face à ce... Il a construit une addiction, un comportement ou une substance addictive dans le but de compenser ce stress ou cette émotion ou cette peur. Donc, tant que le système n'a pas réappris à faire autrement pour se protéger, qu'il n'a pas compris qu'il n'avait plus besoin de se protéger par exemple, il va continuer à faire appel à la substance ou au comportement addictif, tout simplement parce qu'il ne sait pas du tout faire autrement. Donc c'est pour ça que je ne vois pas trop de notion d'échec. Pour moi, l'échec ici, éventuellement, ce serait de ne pas avoir conscience du schéma répétitif. Mais pour moi, échec ou écart, c'est vraiment qu'une question de mots qu'on se donne. Un écart, c'est souvent catégorisé comme une fois de temps en temps, en petite quantité, etc. Oui, il n'y a même pas question en fait en Ayurveda, c'est même pas considéré comme un déséquilibrant si c'est occasionnel, si c'est pas fait de manière répétée et en grande quantité. Est-ce que ta compréhension de toi t'aide à gérer des déséquilibres Pitta-Vata?
Alors j'imagine que c'est parce que tu connais ma constitution de naissance que tu me demandes ça, et oui, bien sûr. C'est-à-dire que je pourrais pas être une bonne thérapeute si je pouvais pas prendre soin de moi en premier. Et en effet, je fais attention à mes déséquilibres qui sont souvent Vata et Pitta. Donc je sais qu'en automne, il faut vraiment que j'huile ma peau tous les jours, sinon je vais avoir la peau très sèche. Je sais que je vais avoir tendance à avoir très froid en été, et bah non, très froid en hiver, et potentiellement très chaud en été, donc il faut que je fasse attention vraiment à ces deux doshas. Donc oui, ma compréhension de moi m'aide toujours le jour, et pas forcément seulement au niveau ayurvédique, au niveau astrologique, au niveau de mes propres expériences de mon quotidien, grâce à tous les exercices que je fais tous les jours, ou presque tous les jours, pour apprendre à mieux me connaître. Ça m'aide forcément à prévenir les déséquilibres que je vais avoir. Quel est ton animal totem? Je ne sais pas. J'ai demandé à le recevoir, et je n'ai pas eu de réponse claire. Il y a une période où a priori c'était quelque chose comme un cerf ou quelque chose comme ça, mais c'était assez courant, j'avais lu. Il y a une période où j'ai un tigre qui est apparu à moi plusieurs fois d'affilée, mais c'était temporaire. J'ai eu des périodes de coccinelle, et actuellement j'ai plusieurs animaux, mais bon, entre le fait que ce soit normal qu'ils soient là ou pas, je ne sais pas. Donc je n'ai pas d'animal totem fixe. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se présenter à moi ou non, mais en tout cas, voilà, je n'ai pas d'animal totem. Et j'avais une autre question en lien plus ou moins qui est: est-ce que tu as un animal de compagnie? Non, je n'ai pas d'animal de compagnie, surtout que je bouge beaucoup, là je suis au Mexique. Je n'ai pas grandi avec un animal de compagnie non plus, à mon grand malheur, croyez-moi. Je voulais beaucoup un chat, j'étais très penchée sur... j'adore les chats. Mais j'étais dans une famille nombreuse où mes deux parents travaillaient, donc c'était très compliqué. Donc je n'ai pas eu d'animal de compagnie pendant mon enfance. On m'a posé une question qui me surprend un petit peu, mais je vais essayer de répondre comme je peux, qui est: comment garder en vie des plantes avec l'Ayurveda? Par les principes des 10 paires de qualité. Sec, humide, chaud, froid, solide, liquide, etc. C'est la même chose que pour un humain. Pas assez d'eau, c'est déséquilibré, trop d'eau, c'est déséquilibré. Comment dire, pas assez de nutriments, c'est déséquilibré, trop de nutriments, c'est déséquilibré. Donc là, il faut vraiment essayer d'en apprendre un peu plus sur la plante et ses besoins. Et vous faites sa constitution de naissance, en fait. Est-ce que c'est une plante qui a besoin de sécheresse? Est-ce que c'est une plante qui a besoin d'humidité? Et une fois que vous apprenez à la connaître, en fonction de qui elle est, et ben vous pouvez lui apporter ce dont elle a besoin. Comment arrives-tu à engranger autant d'informations complexes et transmettre après? Je l'ai entraîné. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé apprendre plein de choses. La transmission, c'est venu... Je dis en fait que c'est venu en fac de médecine, mais je pense que c'était déjà le cas avant. Comment dire? Je trouve que transmettre, ça rend vivant ce qu'on apprend. Parce qu'un apprentissage, c'est bien, mais si ça sert à rien, bah ça sert à rien. Dans le sens où si on l'utilise pas, soit pour aider les autres, soit pour le transmettre et que ce soit véhiculé, ça n'a pas un grand intérêt. Et je crois que j'ai perçu ça assez tôt. Et c'est vrai qu'arrivée en faculté de médecine où j'ai été tutrice en deuxième année de médecine pour les premières années de médecine, j'ai vraiment découvert cette passion pour la transmission et le fait que toutes les heures que j'avais passées derrière mon bureau à essayer d'apprendre des choses ne servaient pas que moi, mais servaient aussi d'autres personnes parce que j'avais découvert des choses qui me permettaient de mieux comprendre, mieux intégrer, mieux mémoriser, etc. Donc je l'utilise. J'utilise cette faculté au jour le jour. Il est possible que j'ai des capacités par rapport à mon thème natal, etc. Mais c'est vrai que c'est surtout de l'entraînement et de la passion. J'adore ça. Si vous n'aimez pas transmettre l'information, vous ne pourrez pas le faire en fait de manière fluide et compréhensible. Mais ça, c'est vrai pour tout en fait. Moi, il y a des choses, il ne faut pas me demander d'en parler, il ne faut pas me demander de les faire parce que je suis tout simplement nulle, donc je ne peux pas. C'est vrai que la passion ou en tout cas le plaisir à faire quelque chose est vraiment très important selon moi. Est-ce qu'il y aura un bullet journal 2.0 Jyotish? Ce n'est pas prévu pour l'instant. Le bullet journal 1.0 est toujours disponible, il n'est pas daté donc il peut être utilisé n'importe quand, n'importe quelle année, etc. Donc si jamais tu ne connais pas le bullet journal ayurvédique, je te le remettrai en lien. Ça pourrait être une bonne idée de faire un bullet journal ayurvédique sur le Jyotish, mais pour l'instant c'est pas un projet que j'ai. Je t'avouerai que ce premier bullet journal m'a pris tellement de temps et d'énergie que
Je suis pas encore prête à me relancer là-dedans, surtout que j'ai beaucoup d'autres projets à côté que je dois mener, donc c'est pas du tout une priorité. As-tu des trucs drôles au quotidien en fonction de ton dosha, pitta ou vata? Alors j'imagine que c'est... Est-ce que tu trouves des situations drôles par rapport à ta constitution? Je sais pas. Je vais te dire ce qui me vient à l'esprit. Je vis avec une personne ici dans le Airbnb qui, en faisant rapidement sa constitution de naissance, je lui ai exprimé qu'il avait du feu. Et puis il me disait non mais moi j'ai pas de colère, je suis jamais énervée, je suis jamais irritée, je suis jamais frustrée, moi ça va bien dans ma vie. Et en fait quand je le vois au quotidien, il y a des moments où c'est pas tout rose comme tout le monde, mais ça me fait rire de voir que les gens n'ont pas conscience, et moi la première, on n'a pas conscience de qui on est parce que c'est notre manière neutre, notre référence d'agir. Et on va toujours se comparer à des extrêmes, plus ou moins que nous. Donc nous, on est le zéro et ensuite on va se comparer à des personnes, par exemple pour la colère, plus en colère ou moins en colère. Et on se considère, nous, pas du tout en colère. Donc voilà, ce genre de choses-là. Ensuite, non, j'ai pas d'exemple très drôle qui me viennent à l'esprit. Dans le même registre, est-ce qu'il existe des blagues Ayur-Jyotish, donc Ayurveda ou Jyotish? Oui, on peut faire des blagues avec tout. Tout comme on pourrait dire, j'entends beaucoup ah oui mais ça c'est la faute de Mercure, ou c'est la faute de Saturne, ou on va personnifier un petit peu ces archétypes et on va pouvoir faire plein de blagues là-dessus. Oui, il y a plein de blagues à faire sur l'Ayur-Jyotish, c'est assez riche. Ensuite, que dit l'Ayurveda sur le café? Alors, le café, c'est une substance qui est très amère, qui est aussi très chauffante, très pénétrante. Ça veut dire qu'elle va augmenter Pitta et Vata parce qu'elle est aussi excitante. Et Vata, il va être facilement déstabilisé par des produits excitants. Il aggrave Pitta en trop grande quantité parce qu'il est très pénétrant et chauffant. Et donc ça affaiblit Pitta. Pitta est aussi chaud et pénétrant. Par contre, en petite quantité, il peut être neutre entre guillemets sur Pitta puisqu'il a aussi un goût amer. Donc en hiver par exemple, quelqu'un qui va avoir un Pitta en dominance peut tout à fait prendre du café puisque c'est une substance qui est chauffante. C'est aussi une substance qui est très intéressante pour ouvrir le cœur, pour refaire circuler en fait tous les fluides. Quand vous avez une substance chauffante, elle va vous faire ouvrir vos vaisseaux, vos canaux, etc. Vous le sentez quand il fait chaud autour de vous, vous vous sentez plus dilaté, votre circulation va être plus fluide entre guillemets. Alors que dès qu'il fait froid, il y a tout qui se contracte et tout qui se rétracte. Donc c'est un peu ça que le café va faire, il va tout ouvrir et par son côté pénétrant, il va pouvoir aller se propager dans les canaux les plus fins du corps. Donc voilà pour le café. Il est particulièrement recommandé pour les personnes qui ont du kapha en dominance, comme toujours pas en excès, donc c'est une petite tasse par jour à la française en fait, pas à l'américaine. Et il y a des solutions ensuite pour l'adapter au dosha. Donc par exemple pour Pitta, on va recommander de mettre de la cardamome dedans. C'est une épice qui est rafraîchissante et qui permet de diminuer Pitta. Donc ça permet de compenser les effets chauffants etc. du café. Et encore mieux, on peut rajouter du lait dans le café, ce qui permet d'apaiser son côté pénétrant et le rendre plus doux pour l'organisme. Et là, il peut même être conseillé pour des personnes vata en petite quantité toujours, pour réchauffer la personne et la nourrir. Dans tous les cas, c'est une question d'adaptation à la saison, d'adaptation à la constitution et de ne pas en prendre à l'excès. Est-ce que tu as essayé le Vastu chez toi et en quoi cela a changé ta vie ? Eh bien, je t'invite à regarder une de mes dernières vidéos sur cette chaîne puisqu'elle parlait de comment je changeais ma chambre selon le Vastu. Donc oui, en fait, le Vastu, je me suis rendu compte avant même de le rencontrer. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire des choses sur le Vastu, je me suis rendu compte que spontanément, je faisais des choses en rapport avec les recommandations du Vastu. Par exemple, pour l'orientation du lit, comme je vous disais dans la vidéo, pour le fait de ne pas avoir du passage derrière soi ou une porte juste derrière soi quand on travaille, par exemple. Donc je me rendais compte qu'il y a des choses que je faisais assez spontanément. Et ensuite, en apprenant un petit peu plus, j'ai encore plus consciemment, en fait, on va dire, essayé d'intégrer ces notions-là dans ma vie au quotidien. Donc par exemple avec les couleurs, avec la lumière, avec l'orientation, comme je le disais, c'est quelque chose qui est très important. Les planètes qui vont se trouver à certains endroits de l'habitation. Donc oui. Et en quoi ça a changé ma vie? C'est très important pour moi de me sentir bien dans un lieu. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à tout le temps changer d'endroit. En ce moment c'est difficile, je bouge beaucoup. Mais ce que je veux dire c'est qu'il me faut vraiment un lieu dans lequel je me sente bien pour pouvoir être épanouie et créative, etc. Donc le Vastu c'est un peu essentiel dans le sens où
Si je fais pas attention à comment je suis dans mon lieu, comment les choses sont, je vais pas me sentir bien. Donc voilà, tout simplement comment ça a changé ma vie. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais petite, j'ai fait qu'un gros déménagement dont je me souviens quand j'étais petite, et j'étais la personne qui, le jour du déménagement, tu sais, où tu bouges tous les meubles, tous les cartons, etc. Le soir même, j'avais commencé à défaire mes cartons, tous mes meubles étaient en place et j'avais commencé à afficher des posters dans ma chambre. Parce que j'ai besoin de me sentir bien dans le lieu dans lequel je suis. Alors que mes frères et sœurs, eux, restaient dans leur carton pendant des jours, voire des semaines, sans problème. Moi non, je commençais déjà à décorer ma chambre et à tout aménager comme il fallait. Une autre question que je trouvais intéressante, qui est comment s'habiller selon son dosha. Alors j'ai parlé de ça dans le calendrier de l'Avent, qui est toujours disponible sur mon site internet. Je l'ai vraiment décrit un peu plus. Mais pour faire simple, on va faire en sorte pour Vata et Kapha d'avoir des vêtements chauds parce qu'ils sont naturellement froids. Pour Pitta, des vêtements aérés qui permettent de respirer et de ne pas avoir trop chaud parce que lui, il est chaud. On va faire en sorte pour Vata de garder des vêtements près du corps qui lui font se sentir contenu en fait, si on veut. Un peu comme des gros pulls, mais pas trop lâches. Des pulls qui vont nous faire nous sentir coucounés un peu, si on veut. Parce que Vata, il a tendance à être très mobile et à avoir de l'anxiété, ce genre de choses. Alors que Kapha, lui, va avoir besoin de mouvement. Donc on va lui conseiller des vêtements chauds, certes, mais dans lesquels il puisse bouger. Donc des leggings, par exemple, ou des gros sweats, des gros pulls, par exemple, pour pouvoir être en mouvement et ne pas être constamment statique. Ensuite, on peut faire en fonction des couleurs, des matériaux, etc. Mais ça va être vraiment long à décrire dans cette vidéo. Quelles sont les pages YouTube, Instagram qui t'inspirent? C'est une question qui est intéressante, mais je ne vais pas y répondre aujourd'hui parce que j'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Et de deux, parce que je pense qu'il vaut mieux que je fasse une vidéo entière à ce sujet où je vous partage tous mes comptes Instagram et mes chaînes vidéo, chaînes YouTube que j'apprécie. Pour être très honnête, il n'y en a pas énormément sur l'Ayurveda, il y en a quelques-unes, mais c'est pas l'essentiel de mes abonnements. Tout simplement parce que j'aime avoir de la variété dans ma vie. Et par exemple, j'aime beaucoup suivre des artistes, suivre des musiciens. Des musiciens, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai beaucoup d'artistes visuels dans mes abonnements, tout simplement parce que ça me fait du bien. J'aime beaucoup voir ça et ça me permet de voir autre chose que ce que je fais au quotidien. Comment as-tu évolué personnellement depuis tes débuts professionnels ? J'ai beaucoup évolué, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je dirais que j'ai beaucoup plus confiance en ma pratique. J'ai moins besoin de confirmer que je fais la bonne chose au bon moment parce qu'en fait, je me détache un petit peu des enseignements que j'ai reçus. Même si tous les enseignements que j'ai reçus en Ayurveda, en médecine, etc., ce sont la base que j'oublierai jamais de ma pratique. Mais ensuite, je prends mes libertés maintenant un peu plus sur comment je veux vraiment aider les personnes au quotidien. Et ça se manifeste surtout dans mes consultations. Ensuite, il y a eu plein de changements. Pour moi, la relation à l'argent, la relation au service, comment je peux prendre soin de moi au jour le jour pour pouvoir prendre soin des autres. Ça, c'est toujours quelque chose qui a été important pour moi parce que j'ai toujours eu une vie où je faisais attention à moi. Mais là, ça a pris un niveau beaucoup plus élevé, notamment au niveau émotionnel. Ça, c'était vraiment très important pour moi et le chemin qui a été parcouru est gigantesque. J'ai vraiment cette impression-là comparée à quand j'ai commencé. J'en profite pour te dire que j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps non plus, normalement elle doit être sur la chaîne YouTube, oui c'est sûr, sur comment se former à l'Ayurveda, par quel livre commencer, parce que c'est des questions que j'ai assez souvent. Donc je réponds vraiment à toutes ces questions dans cette vidéo, donc je t'invite à aller la regarder si c'est quelque chose que tu te demandais. Et dernière question que je vais aborder aujourd'hui, c'est est-ce que tu es heureuse ? Oui, je suis très heureuse dans ma vie, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas des moments compliqués. Je crois que j'ai jamais eu à prendre soin de moi autant que depuis que je suis au Mexique, sur le plan physique et sur le plan émotionnel, surtout sur le plan émotionnel. Sur le plan physique, ça va à peu près bien. Je suis tombée malade il y a quelques jours, mais je m'en suis très vite remise et je savais très bien pourquoi, donc il n'y avait pas de souci avec ça. Mais oui, je suis très heureuse parce que justement dans les moments où ça va pas, je le vis pleinement, mais vraiment pleinement, et ensuite je sais que ça va passer. Je sais que je suis totalement apte à surmonter les choses de la vie en général. Ça me permet de me rendre compte que je peux surmonter beaucoup de choses, que j'ai une grande capacité d'adaptation, plus que ce que je croyais.
Et ça m'apporte beaucoup de confiance en moi, beaucoup de confiance en la vie en général et dans le fait que je suis guidée dans ce que je fais au jour le jour. Donc c'est très très joyeux et je dois souvent me connecter à cette joie parce que j'ai tendance à devenir un peu trop sérieuse très facilement quand je travaille ou quand j'apprends certaines choses ou quand je vois certains aspects de ma vie. Mais dans l'ensemble, je considère que ce que j'ai aujourd'hui, et ça je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps, c'est ce que je voulais il y a 2 ans de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, littéralement il y a 2 ans, je me disais j'aimerais beaucoup avoir un travail qui me permette de servir les autres via des consultations, mais pas seulement, j'ai envie de créer des choses, donc que ce soit le bullet journal ou des e-books. J'ai envie de créer des choses et j'ai envie que ma pratique soit essentiellement en ligne pour que je puisse voyager et que je puisse explorer différents endroits et être avec différentes personnes un peu partout dans le monde. Et je suis actuellement au Mexique à proposer un tutorat en astrologie, des consultations en Ayurveda, à vous proposer des e-books, à vous proposer un bullet journal ayurvédique et c'est vraiment une grande joie pour moi. J'ai une énorme gratitude pour ça. Ça a été énormément de travail, vraiment énormément de travail et ça l'est toujours. Mais c'est un travail qui me remplit de joie, qui me remplit d'amour et qui, je vois, est utile parce que parfois, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on peut se dire mais en fait, pourquoi je fais ça? Ça sert à personne. De toute façon, il n'y a personne qui voit ce que je fais, etc. Et si c'est ton cas, si tu as cette impression-là, je t'invite vraiment à demander aux personnes qui te suivent ou que tu accompagnes ce qu'ils en pensent. Parce que dès que moi personnellement j'ai des retours des gens qui ont acheté mes e-books, qui ont été en consultation avec moi, tout de suite ça redonne un sens à ma pratique parce que je vois que c'est utile, que ça sert, que ça transforme certaines vies. Et ça pour moi c'est le plus important, c'est ce qui me nourrit le plus. Donc je suis très heureuse de pouvoir constater ça dans ma vie actuellement et j'ai plein de projets très chouettes qui arriveront ou n'arriveront pas d'ailleurs parce que j'ai tellement de choses en tête que je pense qu'il y en a qui ne se réaliseront jamais et c'est pas très grave. Mais dans tous les cas, je suis très satisfaite avec ce que j'ai actuellement et je suis très satisfaite avec toutes les envies que j'ai actuellement et toutes les personnes qui m'entourent. Donc oui, je suis très heureuse. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici. Je pense que je referai des FAQ plus souvent, peut-être aux 2000 abonnés, pourquoi pas. Je vous remercie énormément pour votre présence, surtout les personnes qui sont là depuis vraiment le début de cette chaîne. Ça me touche énormément, encore une fois, de recevoir vos messages, de lire vos commentaires, de voir que ce que je partage peut parfois changer une toute petite chose dans votre quotidien et que c'est tout ce qui compte en fait pour moi. De voir qu'un mot ou une vidéo va pouvoir apporter des questionnements ou des changements positifs dans vos vies. Voilà, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.